Hello les premières G3. Alors, on va faire assez vite. Je vais couper la séquence en deux, hein. Je vais faire une première partie. Hop, je suis parti loin là. Sur le grand 2 et puis on fera une deuxième vidéo sur le grand 3, sachant que alors, si je fais les deux d'un seul coup, ça va être un peu long. Si je fais les deux séparément, ça va être un peu court, sachant que la troisième partie va être surtout liée aux métropoles dont on a déjà parlé. Je vous ai déjà dit en cours que petit à petit les choses allaient s'emboîter, et donc ça devrait du coup aller un peu plus vite. Donc la semaine prochaine, votre boulot, ça va être de compléter la fin de ce chapitre, de le travailler. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais il y a des choses qui ne sont pas très claires. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la semaine, dans le courant de la semaine, comment on s'organise pour la suite. Après, donc on arrive aux 2 semaines de vacances, donc je vous laisserai à peu près tranquille. La semaine de la rentrée, vous serez encore chez vous. Je vais voir comment je peux organiser une manière de commencer à vous évaluer un petit peu sur le contenu de ces différents chapitres de géographie qu'on a fait sur la mondialisation et les espaces productifs à la fois dans le monde et en France. Mais bon, je reviendrai là-dessus vers vous dès que j'aurai des informations plus claires sur la manière, enfin sur les latitudes qu'on peut avoir, s'il est encore nécessaire de vous évaluer, s'il y a un troisième trimestre, a priori oui, et comment on peut vous évaluer, soit à l'école, soit chez vous. Donc je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, on va au pas de course, terminer tout au moins cette deuxième partie, hein. Je vous rappelle très brièvement puisqu'on l'avait déjà commencé, hein. Puisque l'objectif c'est de montrer aussi que la France, voilà, elle a des atouts, hein. Je vous ai parlé du French bashing, hein, pas forcément de- à chaque fois considérer que la France est un pays nul, qui est dirigé par des nuls, et qui ne fait que, dont la puissance ne fait que s'effriter, pour pas dire s'effondrer, hein, alors qu'on est encore largement dans les 10 premières puissances mondiales sur un total de plus de 200, ce qui fait qu'il n'y a quand même franchement pas de honte à avoir de ce côté-là. Donc on a des atouts, hein. C'est un petit peu ce qu'on va voir là maintenant. Donc je reviens très brièvement là-dessus, hein, puisqu'on l'a vu en classe. Le CAC 40, hein, donc les 40 entreprises les plus riches cotées en bourse en France, qui fait qu'elles sont aussi plus ou moins cotées en bourse en Europe, puisqu'elles font partie des grandes entreprises européennes, et dont certaines sont aussi cotées dans les bourses internationales, puisqu'elles font partie des plus grandes entreprises mondiales. Donc on a vu que la plupart privilégiaient plutôt la région parisienne, pour pas dire Paris, hein, pour s'implanter, pour implanter leur siège social, puisque imaginez, imaginez-vous en tant que PDG et que vous êtes en train d'essayer de séduire un client pour le convaincre d'investir dans votre entreprise. Si vous lui donnez votre carte de visite avec où il est marqué que vous êtes le PDG d'une entreprise dont le siège social est avenue des Champs-Élysées ou à la Défense Paris, ça a quand même un peu plus de gueule, et je vous prie de m'excuser pour ceux qui éventuellement habiteraient là, mais je pourrais prendre l'exemple d'Arras aussi, hein. Avoir une carte de visite avec une entreprise sur Arras, à l'international, ça parlera moins que Paris. Je vous dis, il vaut mieux avenue des Champs-Élysées à Paris que place Stalingrad à Pécancourt ou avenue Léo-Lagrange à Abscon, hein. Donc voilà, il y a un terme, il y a de l'image, hein. L'image ça compte, et si on est installé dans une ville puissante, ça sous-entend qu'on est une entreprise puissante. Bon, on a vu hein, qu'il y avait quand même quelques entreprises qui jouaient plutôt sur le registre historique pour montrer la tradition, hein, ancienne de l'entreprise, qui montre qu'elle a traversé des périodes plus ou moins fastes ou plus ou moins difficiles, ce qui montre sa solidité et ce qui montre son ancrage local, comme Michelin à Clermont-Ferrand, Airbus du côté de Toulouse, Legrand à Limoges, ou encore Peugeot à Sochaux-Montbéliard. Et puis on a encore une fois ce marketing territorial, hein, qui montre que bah, les régions françaises ont des atouts aussi à faire valoir. Et ici on vous montre qu'à Rennes, bah, en termes de durée de déplacement, finalement, on n'est pas beaucoup plus loin que quelqu'un qui habite en région parisienne, mais on montre que le moyen
de locomotion pour arriver à Paris est beaucoup plus confortable que le RER, même si là, bien sûr, on met tous les atouts de son côté, hein, beau paysage verdoyant, et puis on est confortablement installé dans un fauteuil première classe. Tout le monde ne peut pas se payer un abonnement SNCF première classe pour travailler. Alors on peut imaginer que là, ça préfigure un peu la période actuelle du télétravail, hein, de cette personne qui travaille dans le train ou qui va venir à Paris pour une ou deux fois par semaine pour son boulot, mais qui le reste du temps va vivre à Rennes, qui sera sûrement plus sympa qu'une ville de banlieue parisienne. Donc l'implantation des sites des grandes entreprises est souvent liée à son histoire, avec une faute d'orthographe à son histoire, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, ça va me donner l'occasion de la rectifier. Voilà. Donc Michelin, Clermont-Ferrand, etc. Je vous l'ai déjà dit. Donc vous pourrez faire pause et compléter si ça n'a pas été fait en cours, parce que je pense qu'on l'a fait en cours. On a joué aussi, oui, ça j'en souviens, on en a parlé, hein, la France qui veut jouer aussi, montrer qu'elle fait des produits de qualité, hein, met en place ce qu'on appelle des AOC, hein, appellations d'origine contrôlée, qui met en valeur le Made in France. Le vin de Bordeaux, on ne le trouve qu'à Bordeaux, le champagne, on ne le trouve que dans le champagne, et l'appellation champagne n'existe que pour cette région-là, de la même manière que pour la charcuterie, etc. Vous avez des produits de terroir, hein, les labels rouges, les poulets de Loué, etc., qui voilà, garantissent une identité de fabrication. C'est fabriqué à cet endroit-là et c'est fait avec des normes qui sont ancestrales et qui garantissent donc du coup la qualité du produit. Et puis donc ce fameux marketing territorial, hein, dont on a parlé aussi en cours, qui essaye de mettre en valeur des régions qui sont autres que la région parisienne. On montre que ben voilà, il y a aussi des endroits attractifs en France qui ne sont pas la région parisienne. Alors, des systèmes productifs qui privilégient des territoires accessibles, il est évident qu'on ne va pas construire une usine de construction automobile sur le pic du Midi, hein, tout au moins en haut d'une montagne. Donc, il y a des territoires qui sont plus ou moins attractifs. Donc, j'en reviens pas sur la carte du tourisme, bon, bah, celle-là on l'a vu aussi, mais voilà, on a les plaines, hein, notamment le bassin parisien, qui sont voilà, des zones un peu centrales et faciles d'accès. On a les zones frontalières et littorales, hein, qui sont aussi attractives, les bassins fluviaux, hein, donc le long des fleuves, les axes de communication, les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports, voilà, sont des lieux qui sont voilà, particulièrement maintenant recherchés parce que ce sont voilà, des zones dans la mondialisation qui sont assez privilégiées. Donc l'accessibilité, hein, c'est vraiment un critère qui est devenu fondamental pour implanter son entreprise. Il faut trouver un endroit qui est pertinent géographiquement en fonction des stratégies qu'on veut avoir. C'est évident qu'on ne va pas mettre en place une entreprise qui fabrique des skis à Brest, hein, ni une entreprise, j'en sais rien, qui construit des bateaux à Charleville-Mézières, hein. Donc il y a ce qu'on fabrique et du coup où est-ce qu'on peut le mettre en place dans un endroit qui est pertinent et qui permet à la fois de faire venir assez facilement les matières premières pour le fabriquer et de pouvoir ensuite exporter assez facilement aussi les produits finis. Donc bah là, on trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les zones frontalières, les zones portuaires, qui sont les portes d'entrée et de sortie plutôt pour les marchandises, les zones aéroportuaires, qui sont aussi les zones d'entrée et de sortie plutôt pour les populations. Donc forcément, c'est là que voilà, l'activité est assez dense. Donc à l'échelle locale, les espaces les mieux desservis sont aussi bah, donc les mieux connectés, hein. L'objectif, c'est que voilà, ceux qui viennent travailler puissent le faire facilement, que les marchandises, comme je vous disais tout à l'heure, les matières premières arrivent facilement, que les produits finis puissent partir facilement. Alors un exemple assez local, hein, d'ailleurs, c'est pas très loin c'est pas très loin d'Anchin, hein. Vous avez ici la plateforme de Dourges, hein, la plateforme Delta 3, hein. Donc quand on dit plateforme, en fait, c'est voilà, une zone d'activité, hein, à la fois industrielle et puis d'entrepôt, hein.
qui, vous voyez, se trouve à grande échelle, on va dire, un petit peu dans une zone carrefour en Europe du Nord, hein, entre Lille et Paris, entre la France et l'Angleterre, entre la France et la Belgique, voire les Pays-Bas. On est là dans un nœud, vous voyez, de communication, de routes, d'autoroutes, de différents réseaux. Et donc Dourges se trouve là, et on voit ici sur la photo, effectivement, la présence d'un canal qui peut permettre de déposer, de prendre des marchandises par péniche. Il y a ici l'autoroute A1, hein, donc ça doit être plus ou moins l'embranchement après, plus ou moins Noyelles-Godault. La ligne de chemin de fer, TGV, pour les populations. Vous en avez une autre, on ne la voit pas ici, un peu plus loin, mais de marchandises. Et puis vous avez aussi donc des zones d'habitation où on peut imaginer qu'une partie des gens qui habitent là travaillent là. Donc on a au même endroit, hein, dans une zone assez, on devine ici un port de conteneurs, hein, de ces grues qui chargent et qui déchargent dans les bateaux. Et puis là on devine un peu les conteneurs. Parking ici avec des camions probablement. Donc voilà, route, autoroute, canal, train, bassin de population. On est dans une zone ici qui est plutôt pertinente pour développer de l'activité. De la même manière ici, vous avez un aéroport, Roissy, où en dehors vous voyez des pistes qu'on voit, des aérogares, hein, qui se trouvent ici, avec donc les avions qui doivent se trouver tout autour. On voit ici sur le schéma, hein, que ben, on peut aller, quand on est à cet endroit ici, on peut aller à peu près où on veut à différentes échelles. On prend les avions et on va ailleurs dans le monde. On prend le train ici, vous avez le TGV et on va ailleurs en France ou en Europe. Vous avez ici le réseau autoroutier en rouge qui vous permet aussi d'aller à peu près partout en France et en Europe. Et puis vous avez le réseau de métro RER qui vous permet à un niveau plus local d'aller dans la banlieue parisienne, voire Paris. Donc voilà, on est ici au cœur, hein, d'un lieu qui vous permet d'aller à peu près partout où vous voulez. Et puis dernier point, donc des systèmes productifs qui jouent la carte de l'innovation, hein. On avait vu, hein, dans un chapitre précédent, je ne reviens pas dessus, la division internationale du travail qui fait que la France, qui est un pays industrialisé, développé, doit plutôt maintenant jouer sur la carte de l'innovation, du développement, hein, donc de la recherche et du développement, plutôt que sur la fabrication qui lui a été chippée un peu par les pays dont la main-d'œuvre est beaucoup plus abondante et beaucoup moins exigeante en termes de salaire, comme les pays asiatiques par exemple. Donc la France doit plutôt jouer la carte de la haute technologie et de l'innovation. Alors, vous avez ici une carte, celle-là on l'a déjà vue, cette carte ici qui vous montre, vous regarderez plus précisément, des petits ronds de couleur, hein, qui vous montrent un peu les différentes activités, et ici en dégradé de rose, la richesse des différentes régions. Et c'est pas étonnant de voir d'ailleurs que plus la région est foncée, donc plus elle est riche, plus il y a des pôles de compétitivité, donc dans différents domaines. Alors c'est quoi un pôle de compétitivité? C'est quand on essaie de mettre aussi au même endroit à peu près tout ce qu'il y a de favorable. Grandes écoles ou grandes universités, entreprises de haute technologie. Ainsi, les étudiants, ils font leur stage dans les entreprises de haute technologie. Une fois qu'ils sont diplômés, ils rentrent directement dans ces entreprises de haute technologie parce qu'ils y ont été formés et ils sont opérationnels tout de suite. Et on est dans du haut niveau d'études où le principe c'est l'innovation, la recherche, la haute technologie pour être à la pointe de l'innovation. Alors, ça peut être dans le domaine de la santé, de la chimie, de l'agroalimentaire, des transports, de la chimie, etc. Donc on essaie de mettre ensemble, au même endroit plus ou moins, tout ce qui est dynamique dans ce secteur-là pour essayer d'entraîner de l'émulation et d'accélérer les processus d'innovation. Donc la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée joue également un rôle, vu l'importance accrue de l'innovation, hein, particulièrement pour des pays comme la France. Les métropoles disposant d'universités réputées, de laboratoires performants et spécialisés, dans une activité de pointe, sont les plus attractives. Je pense par exemple à l'industrie aéronautique et aérospatiale pour Toulouse, l'industrie pharmaceutique pour Lyon, j'ai dit, il y a la biotechnologie aussi du côté de Strasbourg, qu'on appelle la Bio-Vallée,
Voilà, c'est des endroits où voilà, vous avez vraiment de la performance. L'État et les collectivités locales jouent un rôle majeur en finançant la recherche et l'innovation. Dès les années 1970, ils ont aménagé les premiers technopoles, parcs d'activités au sein d'une métropole dédiée aux activités de pointe, notamment dans les villes du sud et de l'ouest, comme par exemple Sophia Antipolis à côté de Nice. Alors, le technopole, c'est une invention américaine, hein. Premier technopole qu'on a pu trouver, c'est du côté enfin, c'est en Californie, hein, du côté de San Francisco, dans la banlieue de San Francisco, qu'on appelle, vous connaissez tous, la Silicon Valley, où on a mis dans un même endroit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près tout ce qu'il y avait de d'excellence, hein. Des ingénieurs jeunes, issus donc des grandes écoles qu'on était là aussi, donc des gens diplômés à haut niveau, qui donc rentraient dans des entreprises juste à côté, dans lesquelles ils avaient fait des stages et qu'ils étaient opérationnels tout de suite. Il n'y a plus qu'à ajouter, imaginons qu'elle soit belle et qu'il soit beau. Ils sont riches en plus parce qu'ils sont bien payés. Donc on a à peu près, et qui travaillent dans des entreprises généralement qui sont non polluantes, hein, qui sont plutôt de la recherche, dans des laboratoires, etc. Donc on a à peu près concentré tout ce qu'il y a de positif au même endroit. Un cadre de vie agréable, des gens beaux, des gens riches, des gens intelligents, qui gagnent bien leur vie, qui dépensent beaucoup d'argent dans cet endroit-là, et donc du coup ça tire l'économie vers le haut. Donc on est dans des zones vraiment, vraiment qui sont dynamiques et attractives. C'est pour ça que le premier technopole qui s'est implanté en France, c'est à Sophia Antipolis. Donc c'est un nom un peu futuriste, hein, d'un endroit qui n'existait pas, hein, qui a été créé de toutes pièces, dans la banlieue de Nice, avec vue sur la mer Méditerranée, donc climat agréable, etc. Donc là, on était aussi dans le même concept que la Silicon Valley. Après, chaque grande métropole a voulu créer son technopole, donc Lille l'a fait aussi. Alors, pour Lille n'a peut-être pas forcément tout compris, hein, de ce que c'était que les aspects positifs d'un technopole, et notamment dans le cadre de vie, puisqu'ils ont mis leur technopole à Villeneuve-d'Ascq avec une magnifique vue sur le réseau autoroutier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la mer Méditerranée à Sophia Antipolis ou les abords de San Francisco en Californie. Mais bon, on trouve ce qu'on peut, hein, on met ce qu'on peut là où on le trouve. Donc voilà un petit peu pour ces technopoles. Et puis donc, bah voilà, je ferai la troisième partie dans une dernière séquence. Et donc, à l'issue de ça, vous pourrez faire le point, vous pourrez m'interpeller si nécessaire pour faire le point sur des choses que vous n'avez pas forcément compris. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.